d'accepter cette interview. Avec grand plaisir. Donc nous sommes ici dans votre loge à l'Opéra Bastille. Oui, oui. Puisque ce soir vous allez chanter Papageno. Tout à fait. Ce soir, c'est peut-être la 11e ou 12e représentation. Oh non, encore moins, on est peut-être qu'à la 10e encore. Sur 14, donc ça fait beaucoup. On répète depuis le 1er avril. Et on est tous très heureux de cette production. Moi, j'ai déjà fait. On est tous très heureux d'être sur cette production. On est une belle équipe de chanteurs français francophones. Et pour une œuvre entièrement en allemand, c'est très bien. On est très fiers. Et voilà, tout se passe très bien. On est très contents. On parlera peut-être de cette production un peu parce que je connais beaucoup de gens qui sont allés la voir et qui ne connaissent pas du tout la flûte enchantée, qui était un petit peu troublée par Robert Carsen. Mais alors déjà, j'en pensais à Papageno en écoutant, en lisant un petit peu votre cursus. En fait, vous avez commencé avec Papageno à faire Bordeaux. Oui, tout à fait. J'étais encore étudiant en conservatoire en dernière année, et dans la classe de Maris Castets à l'Opéra au Conservatoire de Bordeaux. Et dans le jury, en fin d'année, il y avait Isabelle Massé qui était jury invitée, qui était donc à l'époque la directrice artistique du Grand Théâtre de Bordeaux, et qui m'a dit « mais tous les deux on va se revoir ». Et quelques semaines plus tard, j'ai passé une audition qui m'a amené effectivement à avoir la chance d'avoir 2 représentations en tant que Papageno dans cette production de la flûte enchantée en janvier 2010. Et donc, ça va faire 10 ans en janvier prochain, 10 ans de carrière en janvier prochain. Voilà. Ah oui, mais vous avez commencé très tôt. C'était les grands débuts, oui, bien sûr. J'avais 2010, j'avais 21 ans. Et, donc, ça a été mes grands débuts professionnels, avec énormément de travail, parce que, encore étudiant au conservatoire, on est quand même formé, on sait à peu près chanter. Mais c'est difficile, par exemple pour la langue allemande, parce que tout était en allemand, donc il a fallu que je m'entoure aussi pour ça. Et puis l'expérience de scène qui manquait énormément. Donc ça a été bien de travailler avec un véritable metteur en scène qui était Laura Scozzi, avec un vrai chef d'orchestre qui était Darrell Hang, et puis on a travaillé dur, et puis ça a été un grand succès. Et donc oui, Papageno m'a accompagné dès le début de ma jeune carrière. Et puis d'un point de vue scénique, c'est un bonheur à jouer Papageno. Tout à fait, c'est la joie de vivre, donc ça correspondait déjà à l'époque beaucoup à ce que j'essaie d'avoir dans la vie, et dans ma vie à moi. Et donc voilà, ce Papageno me donne énormément de plaisir à jouer, me donne énormément de plaisir à transmettre, que ce soit la musique ou les émotions, et c'est un support formidable parce qu'il est finalement le personnage dans toutes les productions que j'ai faites, le personnage qui est le plus proche du public au niveau humain, et c'est le personnage que le public comprend le mieux, le plus facilement, et donc c'est jouissif d'avoir ce lien-là tout de suite dans la production. C'est sûr que vous attirez forcément la sympathie du public avec Papageno, et puis c'est un personnage pétillant, joyeux, jeune, et en même temps très candide, c'est ça qui est beau finalement. Il est touchant aussi par ce côté presque enfantin de s'émerveiller de la simplicité de la vie et aussi de la simplicité de ses vœux, parce qu'il ne souhaite pas grand-chose finalement. Il souhaite juste qu'on le laisse tranquille, et il souhaite avoir une petite femme, avoir à manger, à boire, vivre dans la nature. C'est tout ce qu'il souhaite. Et donc c'est très loin des revendications de Tamino ou de Pamina ou de ces grandes initiations que lui, ça ne concerne absolument pas. Oui, d'ailleurs c'est ce que Mozart voulait, faire le pendant. Exactement. Essayer de présenter par opposition aux grandes intentions de Tamino, quelqu'un de normal, quelqu'un d'assez semblable à tous les gens qui pouvaient côtoyer à son époque et même au jour de nos jours. Oui, complètement. Et en fait, c'est amusant parce que le grand rôle qui vous offre toutes les portes, c'est Figaro. Oui. Et c'est également un rôle extrêmement juvénile, pétillant, sûrement moins naïf que Papageno. C'est là qu'est la grande différence en fait entre Papageno et Figaro, c'est que Figaro lui est un grand calculateur, presque un manipulateur dans certaines productions que j'ai faites, notamment celle de Laurent Pelli au Théâtre des Champs-Élysées. Il y a ce côté très manipulateur, un peu de Deus Ex Machina qui vient manipuler tous les autres personnages un peu comme des petits pions, c'est-à-dire mettre Rosine et le comte ensemble, mais en même temps se méfier de Bartolo, inventer plein de subterfuges justement pour éloigner Bartolo de ce qu'il est en train de faire avec Rosine et le comte. Et donc ça, c'est quelque chose que Papageno n'a pas. Voilà, on est à un niveau un peu plus... Il est malin, il n'est pas méchant, il est par contre très intéressé au niveau pécunier, parce que Figaro fait tout par rapport à l'argent, ça ne faut pas l'oublier.
Et il roule pas sur l'or non plus. Mais il rend service, on va dire gentiment, mais il faut faut que ça rentre aussi de l'autre côté. Et Papageno est très très loin de ça. Donc voilà. Mais ils ont la même joie de vivre et de faire ce qu'ils font. Voilà, simplement. J'ai eu la chance de faire mes débuts à l'Opéra de Paris alors que j'étais à l'Atelier Gris, puisqu'ils m'ont offert le rôle de Marullo dans Rigoletto, qui est un petit rôle, mais qui justement, pour la grande scène de Bastille, permet de se mettre dans le bain de comment se passe une production à Bastille, parce que c'est un peu l'usine ici, on fait plusieurs productions en même temps, donc il faut être très réactif, il faut être là à l'heure, il faut faire toutes les répétitions. On a souvent peu de temps pour une reprise de production. Donc, mais ça a été très formateur pour moi cet atelier lyrique, et puis j'ai eu la chance d'avoir effectivement cette sorte de fidélisation avec, même avec le changement de direction il y a quelques années, de continuer à avoir des engagements ici et des rôles qui devenaient de plus en plus importants. Voilà. Oui, j'ai un très beau souvenir des Huguenots. Oui. Vous nous avez tous beaucoup impressionnés sur ce meilleur on parlait de grosses productions, ça c'était une très très grosse production. C'était un gageur vraiment pour l'Opéra de Paris. Oui. J'ai vu d'ailleurs que vous aviez continué avec Meilleur Belle, avec Dinora. Oui. Il fallait y penser. Un de mes opéras préférés. C'est pas moi qui pense finalement. Moi je donne des idées à mon agent en disant bon, il y a quand même certains répertoires que j'aimerais beaucoup aborder maintenant, notamment Meilleur Belle et d'autres compositeurs français. Et chez Meyerbeer, Dinora est un de mes opéras préférés. Et j'ai aussi la chance dans quelques saisons de faire l'Africaine de Meyerbeer. Donc il y a Meyerbeer m'accompagne encore, puisque c'est une écriture qui est quand même très italienne, à certains moments assez belcantiste, même presque rossinienne. Justement, quand je pensais dans les Huguenots, il y a des moments pour mon personnage, Nevers, qui était complètement rossinien dans la vocalité. Donc ça me correspond beaucoup, et en plus c'est en français. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme compositeur français que vous voudriez chanter ? Plus tard, il y aura Massenet. Il peut déjà avoir Massenet avec le rôle de Lescaut, par exemple, qui peut très très vite arriver. Et plus tard, il y aura peut-être des Hérodiades, des choses comme ça, mais je parle de beaucoup plus tard. Ce sont des rôles aussi, mais ça sera en même temps, voilà. Oui. Et ce sont des rôles qui sont en français, d'accord, mais qui demandent une assise vocale beaucoup plus importante et beaucoup plus... J'allais dire le mot dramatique, mais dramatique ça risque d'être mal compris. Mais je veux dire beaucoup plus de bouteilles en fait finalement, dans le corps et dans la voix. Puisqu'on est sur les projets, j'ai lu que vous étiez prêt à chanter Verdi, mais dans pas mal de temps. Ah aussi, oui, d'ici une quinzaine d'années, oui, il n'y a pas de problème. Quels sont les rôles que vous voudriez chanter dans l'absolu ? De chez Verdi ? Chez Verdi, oui. Alors, chez Verdi, je pense que je commencerai avec Ford de Falstaff, parce que c'est le plus lyrique, on va dire, le plus belcantiste et le plus abordable. Il y aura Rigoletto aussi, ça j'en doute pas, mais on parle dans 15 ans. Mais il y a un rôle vraiment qui me tient particulièrement à cœur, c'est Nabucco, que j'aime beaucoup. C'est mon opéra préféré de Verdi, et j'aime énormément ce personnage, et donc c'est un rôle... pour lequel je vais axer mon travail dans quelques années. Je vais essayer de petit à petit aborder des répertoires qui vont m'amener gentiment vers ce rôle-là. Et je pensais plutôt à Rodrigue. Non, je suis désolé. En fait, je suis un baryton, je suis bien baryton, je suis bien français. Oui, mais il y a les rôles, on va dire, un peu clichés des barytons ne m'attirent pas tant que ça. Pourquoi clichés ? Parce que, on va dire, puisqu'on est baryton et qu'on chante du Verdi, il faut absolument chanter Rodrigue, il faut absolument chanter Posa, il faut absolument chanter... Non, c'est parce que vous chantez beaucoup de français, je pensais vraiment à un rôle de baryton français, plus qu'un baryton verdien plus sombre. Oui, bien sûr. C'est pour ça que j'ai pensé à Rodrigue. Je comprends bien. Et mais plus ça, juvénile aussi peut-être. Ça m'attire pas pour l'instant. Voilà. Rendez-vous dans 20 ans. Rendez-vous dans 20 ans. Ben oui, bien sûr, c'est comme ça que ça marche. Parce que ce sont les... Comment ça marche ? Ce sont les opéras qui vous proposent des rôles ? Vous suggérez un rôle à votre agent et ensuite il... C'est un peu de tout ça, en fait, ça dépend. Je peux même suggérer des rôles avec des directeurs de casting avec qui je m'entends bien. Je peux dire, tiens, est-ce que ça te dirait dans quelques années, dans quelques saisons, de monter ça avec moi, parce que c'est un rôle que j'aimerais faire. Ça, c'est tout à fait possible. Après, la majorité des rôles, ce sont les opéras qui me proposent directement le rôle ou la production qui le propose à mon agent, et puis ensuite
j'en discute avec lui et puis on voit voilà, si c'est pour moi, si je suis disponible, surtout si ça s'enchaîne bien avec ce qu'il y a avant et avec ce qu'il y a après, s'il y a une logique, d'accord. Bien sûr, mais voilà, la plupart du temps ça se passe comme ça. Je peux aussi dire à mon agent, maintenant, pour les 4-5 prochaines années, il est temps de penser à tel rôle. Surtout qu'il faut prévoir à l'avance. Il faut prévoir à l'avance. Donc il faut anticiper l'évolution de la voix. Tout à fait. C'est pour ça que ma prise de rôle d'Hamlet que je vais faire le mois prochain, au mois de juin à Berlin, ça a été calculé depuis un moment, ça a été pensé depuis un moment. Je savais qu'avant je ferais Zurga, je savais qu'avant il y aurait d'autres rôles en français qui m'amèneraient vers Hamlet. Et là aussi je fais cette prise de rôle, mais je la fais avec prudence. C'est au Deutsche Oper de Berlin, c'est une version concert, il y a peu de concerts, il y a un bon temps de préparation. Et puis bon, Hamlet, de toute façon, c'est pas non plus un rôle dramatique au sens vocal, hein, c'est quand même un rôle très brillant, qui va parfaitement, qui colle parfaitement avec ma voix. Mais ça a demandé quand même pas mal de travail. Et donc c'était dans une suite logique de plan de carrière. Voilà. Ça nous paraît de l'extérieur toujours assez mystérieux. En fait, je repensais à Nabucco et à Rigoletto, tout ça, c'est des rôles qui sont assez riches psychologiquement parlant. Oui. C'est ça qui vous intéresse ? Aussi, beaucoup. Beaucoup. En tant qu'artiste aimant la scène, comme j'ai la petite prétention d'être, j'adore être sur scène. Hein, c'est... Et voilà, par exemple. Et donc, après justement avoir passé des années et des années à faire des rôles comme Figaro, comme Papageno, comme d'autres qui étaient beaucoup plus dans la joie et dans le rayonnement positif, avoir des rôles qui peuvent aller chercher dans d'autres zones de l'âme, et Rigoletto et Nabucco en sont un parfait exemple. Donc oui, là aussi. Et c'est pour ça que je parlais de bouteille tout à l'heure, mais finalement c'est la bouteille vocale, la bouteille du corps, mais c'est aussi la bouteille que la vie nous apporte. Donc ce sont les expériences de la vie qui ne sont pas les mêmes quand on a 45 ans que quand on en a 30. Et ce sont ces expériences-là, les douleurs, les mauvaises expériences et tout ce qui peut se passer de négatif dans la vie qui finalement est très formateur. Et très formateur pour un artiste de scène. Parce que, au lieu d'inventer une émotion, d'essayer d'aller chercher quelque chose, d'essayer d'inventer, on va se rattacher à des souvenirs, se rattacher à des douleurs qui vont nous permettre d'avancer dans ce travail-là. Ça, c'est un grand débat à propos des comédiens et de savoir si on doit être capable d'inventer des sentiments qu'on n'a pas connus ou si on ne peut que piocher parmi des sentiments. Non, mais dans l'absolu, on doit en être capable. Moi, je fais partie de cette école-là. Dans l'absolu, on doit être capable d'inventer un sentiment. Mais tout le piège est là, en fait. C'est que le sentiment, on doit l'inventer, on doit le transmettre. On ne doit pas trop le ressentir nous-mêmes. Il faut plus qu'on soit dans une logique de vouloir à ce que la personne qui est au 15e, 20e rang ressente cette émotion-là. Et il faut pouvoir jouer quelque chose de très dramatique, même si on n'a jamais rien vécu de dramatique dans sa vie, et c'est tant mieux. Oui. S'il fallait avoir vécu tout ce que vivent les personnages d'opéra, complètement. On serait anéanti avant de commencer. Effectivement, mais ça aide. Ça aide. Bien sûr. Voilà. Alors, je ne vais quand même pas vous souhaiter qu'il vous arrive tous les malheurs des personnages d'opéra. Je ne le souhaite pas du tout. Vous avez pris des cours d'art dramatique un peu ? Quand j'étais au conservatoire, oui, on avait des échanges entre le département d'art lyrique et le département d'art dramatique, donc ça c'était formateur. Et puis après, ce qui fait les qualités d'acteur chez un chanteur d'opéra, de comédien, c'est le travail, c'est l'expérience, c'est les rencontres qu'on fait. Il y a des rencontres très marquantes pour ce qui est du jeu scénique. Hein. Je pense surtout à Michel Faux, qui est un comédien que j'adore, qui est un ami cher, avec qui j'ai fait plusieurs productions. Qu'est-ce que vous avez fait ? J'ai fait son Dardanus de Rameau avec Raphaël Pichon à la baguette. Et ensuite j'ai fait Ciboulette. Oui, c'est vrai. Et puis Ciboulette, c'est pas du tout drôle en fait, parce que du parquet, le rôle que je faisais, en fait c'est Rodolphe de la Bohème des années et des années et des années après la mort de Mimi. Et il y a cette espèce de mélodrame qui est sur une musique totalement splendide. Et qu'il faut savoir jouer en fait, parce que c'est du texte, c'est un mélodrame, c'est du texte parlé sur de la musique. Et ça a été une des expériences de travailler ce texte avec Michel, la plus formatrice de ma carrière de comédien chanteur. On n'y pense pas à Ciboulette. Non, absolument pas.
On pense à rigoler tout, mais pas à simuler. Pour ça, je me dis, je suis baryton, je suis français, mais je suis pas comme les autres. Voilà. Je voulais parler un petit peu de votre découverte de l'opéra, parce que j'ai lu et entendu. J'ai l'impression qu'on a découvert l'opéra un peu de la même manière. Ah. Et moi, chaque fois que je raconte ma manière dont j'ai découvert l'opéra, tout le monde me prend pour une extraterrestre. Donc je dis, tiens, un autre extraterrestre, c'est intéressant. Très bien. Donc, si j'ai bien compris, vous avez découvert l'opéra dans un milieu familial qui était quand même ouvert à la musique classique. Tout à fait, oui. Mais essentiellement avec des CD et des cassettes vidéo. Oui. Et à un âge quand même assez jeune. Très jeune, oui. Quelles sont les premières œuvres qui vous ont vraiment fait découvrir l'opéra, enfin, révéler votre amour de l'opéra? Une des toutes premières, de toute façon, il y en a deux. C'est Carmen et la flûte enchantée. Donc, parce que c'est les premiers opéras visuels, on va dire, en cassette vidéo ou à la télévision que j'ai vus. Je voyais les retransmissions quand j'étais tout jeune, et j'ai vu notamment une flûte enchantée du Metropolitan au début des années 90 qui m'a complètement abasourdi. Je me suis dit, mais il y a quelque chose comme ça qui existe dans le monde en fait, c'est superbe de pouvoir être sur scène, chanter, puis il y a un orchestre, et puis on joue, et puis s'il y a une histoire, et puis c'est sublime. Et donc voilà, ça a été mes premiers chocs, on va dire, musicaux, ça a été ça. Et puis ensuite il y a eu Carmen, pareil, dans une retransmission de Covent Garden, avec Maria Ewing en Carmen, qui m'a bouleversé. J'avais même plus l'impression d'être à l'opéra, j'avais l'impression d'être dans l'histoire, à l'époque de Mérimée, d'être avec la vraie Carmen, et de ne plus être sur... C'est la magie des belles productions scéniques. Exactement. Comment on peut découvrir l'opéra avec la télévision? Oui, c'est une chance. Enfin, pour moi, c'était vraiment une chance. Et le tout premier opéra que j'ai vu en vrai, j'étais en école primaire, on est allé voir La fille de Madame Angot au théâtre féminin à Bordeaux. Et parce que je suis bordelais, donc on est allé au théâtre féminin à Bordeaux voir La fille de Madame Angot. Et c'était la toute première fois de ma vie que j'entendais un orchestre en vrai, que j'entendais des chanteurs en vrai. Et ça m'a beaucoup marqué aussi. Et j'avais envie d'être en coulisses. Je me rappelle... Dans ce théâtre féminin, je me disais, je veux être... C'est très beau ce que je vois, mais je vais aller voir encore plus loin derrière, je veux voir la cuisine, comment ça se passe derrière. Et puis voilà. Et donc dès que vous avez pu, vous vous êtes fait embaucher comme ouvreur, c'est ça? Donc, oui, c'est vrai, parce que je voulais avoir un pied dans le théâtre. C'est ça l'histoire d'être dedans? Mais bien sûr, je m'en fichais. Bien sûr que le but c'était d'être sur scène, ou d'être proche de la scène. Mais déjà être dans le théâtre, être dans l'opéra, mais c'était phénoménal. D'ailleurs, il y a une expérience que je ne raconte pas souvent qui est assez frappante. Un jour, j'avais jamais vu l'opéra, et puis une amie me dit, viens, je t'amène avec moi, on va aller voir le Grand Théâtre. J'étais jeune, adolescent, et puis on va aller visiter le Grand Théâtre. Et donc on entre dans ce hall du Grand Théâtre de Bordeaux, je dis, oh, c'est merveilleux, c'est magique. Et on va pour s'approcher de la salle, et puis il y a un monsieur qui nous dit, ah non, désolé, un ouvreur justement, qui nous dit, désolé, il y a un concert actuellement, vous ne pouvez pas rentrer. Et j'ai vu le monde s'écrouler autour de moi, je me dis, je ne vais pas pouvoir voir le Saint des Saints, je ne vais pas pouvoir voir le lustre, la scène, les dorures, le velours, tout ça, je ne vais pas pouvoir. C'était un rêve. Et donc on a dit, on va attendre. On a attendu bon 45 minutes. Et au bout de 45 minutes, j'ai dit, c'est pas aujourd'hui, c'est pas pour moi, l'opéra se refuse à moi, on est parti. Et donc ça m'a... J'avais 12 ans, 11-12 ans. Et j'étais très, mais vraiment triste. Vraiment triste. Et puis, bon, je me suis largement rattrapé, hein, mais voilà, donc il y a aussi cette expérience qui m'avait beaucoup marqué et qui a augmenté mon désir d'entrer dans ce lieu et d'y travailler. Et quand j'étais étudiant au Conservatoire de Bordeaux, pour payer mes études, j'étais ouvreur à l'Opéra de Bordeaux. Et à part Carmen, alors, après Carmen, qu'est-ce qu'il y a eu? Non, alors après Carmen, ensuite est venue l'époque Rossini. C'est-à-dire que ça a commencé avec Le Barbier de Séville, le tout premier d'ailleurs que Cecilia Bartoli a fait, c'était à Salzbourg, et donc j'ai cette cassette vidéo-là du Barbier de Séville avec Gino Chilico en barbier, et je me suis dit, ça, c'est ce que je veux faire. Le mec qui chante Figaro, là, je ne savais même pas que j'avais une voix ou quoi que ce soit, le mec qui fait ça, je veux que ça soit moi. Heureusement que vous n'êtes pas ténor. Hein. Et heureusement que c'est vrai. Je me serais rabattu sur le rôle du ténor, mais voilà. Et je me suis dit, ça, c'est ça. En fait, ça a résonné en moi d'une manière étrange. Je me suis dit, c'est comme si je connaissais déjà cette musique.
quelque chose de cet ordre-là. Et donc du coup, voilà, ensuite il y a eu l'italienne à Alger, et plein de Rossini en cassette vidéo, en DVD, voilà, je me suis imprégné de cette musique, très jeune aussi, voilà, j'étais encore au collège, et c'est une passion folle, mais folle pour Rossini. Et vos camarades de classe, ils en disaient quoi? Ils me regardaient un peu comme un extraterrestre, oui, justement. Et ils disaient, ah bon, t'aimes Carmen, t'aimes l'opéra, mais t'es sûr, ça existe encore? Oui, ça existe encore. Et puis voilà, mais justement, je leur partageais, j'avais de très bons amis, hein, donc ils se moquaient pas de moi, ils étaient au contraire curieux de savoir ce que c'était, parce qu'eux n'écoutaient absolument pas ça. J'écoutais pas que de l'opéra non plus, hein, mais j'avais cette dimension-là qui faisait qu'on me regardait un peu comme, oui, personne un peu étrange, un peu bizarre. Et puis après, ça a été, je me rappelle, quand j'étais au lycée, ma prof de français m'avait demandé, à la fin du dernier cours de l'année, de chanter quelque chose pour la classe. Donc du coup, je m'étais mis au tableau et j'avais chanté un air pour toute la classe. C'était quoi? Voilà, je me rappelle absolument. Je pense que c'était un lead de Schubert, ça devait être un des premiers leads de La Belle Meunière, quelque chose comme ça, que j'étudiais à cette époque-là. Et voilà. Donc vous chantiez déjà? Là, j'étais étudiant, j'étais au conservatoire de Libourne avant d'entrer au conservatoire de Bordeaux. Oui, donc quand même assez jeune. Ah oui, j'ai commencé le chant à 15 ans. Hein. Ouais. Mais pour un homme, je pense que c'est le bon âge parce que c'est l'âge de la mue. Il faut attendre que la mue... Si on a la chance de faire partie d'une maîtrise ou d'une chorale d'enfants avant ou d'un chœur d'enfants, c'est très bien. Mais sinon, pour vraiment commencer le chant lyrique, 15 ans, c'est juste après la mue, quoi. Voilà. Le temps que la voix soit stabilisée. Tout à fait. Voilà. Et donc, on parlait de rôle après. En fait, c'est vrai que ça s'est enchaîné. Ça a été Figaro, ça a été après un petit peu d'opéra français. Pas du tout de velléité de faire de l'opéra allemand. Bon, à part Papageno. Non, parce que je pense que là aussi, c'est une question de répertoire que c'est pas encore le moment pour moi de l'aborder. Et par exemple, j'adorerais faire, je pourrais faire aujourd'hui Die Tote Stadt ou des rôles comme ça. Qu'on m'a déjà proposé d'ailleurs il me semble, mais que j'ai pas pu faire, mais donc ça oui, ce sont des rôles que je peux faire aujourd'hui dans le répertoire allemand, il n'y a aucun problème. Mais bon, moi je pense tout de suite à Wolfram bien sûr, mais il va falloir, je peux chanter l'air c'est pas un problème, c'est une sorte de balade, bon c'est joli. C'est un lead. Le rôle c'est autre chose, donc il va falloir attendre encore, mais effectivement c'est quelque chose qui va venir, hein. C'est obligatoire, c'est obligatoire. Bah forcément, je pense pas qu'il y ait beaucoup de chanteurs qui ne voudraient pas chanter ce type de rôle-là. Chanter Wolfram. C'est si on revenait maintenant un peu justement à cette flûte enchantée là, pour essayer, j'aimerais bien on va faire une petite séquence pour essayer d'expliquer aux gens peut-être, si c'est possible, la vision de Carsen sur la flûte enchantée, parce que c'est quand même un peu complexe. Je vais décevoir les gens parce que c'est une de mes versions préférées. Moi j'aime beaucoup aussi, mais c'est pas évident quand on connaît pas du tout la flûte enchantée. C'est surtout que y a plusieurs choses que j'aime dans cette production de Robert Carsen. Une des choses que j'aime d'abord, c'est que c'est sa deuxième version de la flûte enchantée. C'est pas sa première version. Il avait déjà fait une flûte enchantée, comme une flûte enchantée, on va dire, à Aix dans les années 90, où c'était une flûte enchantée comme on l'attend. C'est-à-dire, il y a des plumes, il y a des flûtes, il y a de la magie, il y a des... Bon, voilà. Tout ça, il avait déjà fait. Et puis, on parlait justement d'expérience de la vie, de maturité que nous apporte la vie. Il s'est demandé, Robert Carsen, quand l'Opéra de Paris lui a proposé la flûte enchantée, il dit « Oui, mais alors, je n'ai pas envie de faire ce que j'ai déjà fait parce que je pense plus du tout que c'est ça. » Et il s'est concentré sur une dimension qui est omniprésente dans la flûte enchantée, c'est la mort. Elle est là tout le temps. La mort, le suicide. C'est là tout le temps. C'est lié à l'initiation. C'est lié à l'initiation parce que, et c'est ça que les gens doivent comprendre, s'il y a des cercueils sur scène, il faut savoir que ce sont des cercueils vides et que ces cercueils représentent la mort à soi-même pour accéder à quelque chose de plus grand que l'on ignorait avant. Donc c'est accepter, c'est le principe de l'initiation maçonnique de toute façon. Si on vient voir la flûte enchantée en ignorant que c'est un opéra maçonnique et testament spirituel de Mozart, on passe à côté de la moitié de la production. Donc déjà, se renseigner un minimum quand on vient voir la flûte enchantée sur ce que c'est que la franc-maçonnerie, sur qu'ont fait les francs-maçons dans l'histoire,
Mozart, savoir que Mozart était franc-maçon et se renseigner un peu sur la philosophie maçonnique. C'est très important parce que le but c'est d'accéder à la connaissance. Et pour accéder à la connaissance, il faut accepter de quitter ses habits de mortel, je vais dire de simple mortel. Et c'est ça que représentent les cercueils, tout simplement. Et aussi de voir que dans le deuxième acte de cette production, il y a une première salle du silence qui est sous terre. Il y a une phrase qui dit « Va sous terre, corrige et tu trouveras ». Donc c'est passer dans l'obscurité finalement pour se retrouver face à soi-même, se corriger pour accéder à la connaissance, à la lumière, et ensuite remonter, enfin sortir des profondeurs. Et c'est aussi la symbolique du passage aux enfers, tout ça, hein, mais c'est ça en fait. Hein, c'est aussi le cabinet de réflexion. C'est le cabinet de réflexion, c'est ça, c'est tout à fait ça. Et ça, il faut comprendre qu'il y a une première salle, pas de cercueil. Deuxième salle, tout d'un coup, il y a des cercueils. Troisième salle où Papageno est seul, parce qu'il n'a vraiment pas compris, voilà, parce qu'il ne veut pas comprendre, où là, les cercueils commencent à être allés enterrés, et on lui dit, attention, si là, tu loupes cette épreuve, tu ne pourras pas accéder, et puis je m'en fous, je m'en fous complètement de vos épreuves, même Zarastro vient et lui dit, tu vas rester enfermé ici pour toujours, mais les dieux justes ont décidé de bien vouloir te... Parce que Papageno, il n'a pas compris que c'était une dimension symbolique. Hein. Lui, à fond, il pense qu'il est dans un cimetière, qu'il va mourir enterré parce qu'il y a des squelettes partout. Et Zarastro lui dit, mais les dieux justes t'ont pardonné et tu vas pouvoir voir ta Papagena et partir, et puis voilà. Bon, et il est content comme tout. Donc voilà, il faut venir voir cette production dans cet esprit-là. Et si on a ça, on en prend 100% de plaisir et de joie. Moi, ce que j'aime beaucoup dans cette production, c'est le rôle de la reine de la nuit, qui est quasiment l'épouse de Sarastro et qui fait partie des épreuves qui vont être soumises à Pamina. Bien sûr, et puis c'est Pamina est initiée au même titre que Tamino, par la reine de la nuit qui est dans cette vision-là, et moi qui me semble juste, qui discute et qui collabore avec Zarastro pour pouvoir faire passer cette initiation à ces deux jeunes gens. Et ce que j'aime beaucoup, c'est aussi que la reine de la nuit représente le pôle finalement féminin de l'énergie humaine, et que Zarastro représente le pôle masculin de l'énergie humaine, et qu'à la fin, il faut qu'il y ait cette union. C'est toute l'histoire de la flûte. C'est toute l'histoire de la flûte enchantée. Et ça le souligne bien. Voilà. Et donc non, c'est une vision qui me plaît énormément. Mais c'est vrai qu'il faut essayer de comprendre. Ben voilà. Plus que... Ben je viens d'expliquer. C'est parfait. Mais c'est vrai que c'est absolument parfait. On va être content de vous retrouver dans Papageno. C'est mon plaisir. Figaro encore l'année prochaine. Oh oui, j'en fais Figaro ici dans la super production d'Ameno Micheletto que j'adore. Oui, elle est drôle comme tout. Ici, que j'avais faite à Saint-Étienne avant qu'elle vienne à l'Opéra de Paris. Et que j'adore faire cette production. Vous n'avez pas peur d'être un peu trop associé à Figaro? Tant mieux. Tant mieux? Bon. Ah, parce que c'est vrai qu'il y a certains chanteurs qui disent qu'ils en ont un peu marre, qu'on leur propose toujours un peu les mêmes rôles et qu'ils ont parfois du mal à sortir des rôles qui leur sont... Il faut qu'ils se posent des questions sur eux, alors pourquoi en avoir marre? Je n'ai pas d'exemple. Il y a beaucoup par exemple de soprano colorato qui sont coincés avec la reine de la nuit et qui ont un petit peu... Mais le jour où j'en aurai marre, je dirais non aux propositions qu'on me fait de Figaro. Mais si il reste encore de ça, là. Le Met, c'est pour quand? Le Met, c'est... on est en train d'y penser. J'ai vu qu'il y avait Tokyo. Il va y avoir Tokyo la saison prochaine. Aventure. Oh, il me tarde d'être au Japon. Et je fêterai mes 10 ans de carrière au Japon. 10 ans déjà? Ouais, en janvier. Ça fait très jeune quand même pour un chanteur, parce que généralement les carrières commencent beaucoup plus tard. Un peu plus tard. Mais c'est quelque chose là que pour le coup je maîtrise, que je n'ai pas du tout maîtrisé, que je maîtrise encore absolument pas aujourd'hui. Tant mieux, voilà. J'ai commencé, j'avais 21 ans et aujourd'hui j'en ai 31, je vais faire mes 10 ans de carrière. Et c'est comme vous disiez, après il suffit de réussir à bien gérer pour que la voix tienne, pour que ça le plus longtemps possible. Bien sûr. Mais ça a l'air bien parti. Ah, pour l'instant tout va très bien. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous, c'était un vrai plaisir. Merci. Pour cet entretien. Et puis on se reverra dans toutes les salles de France et d'Europe. Avec grand plaisir. Merci beaucoup.